Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Voiture de légende vous souhaite une bonne année 2014, tous nos vœux pour une année évidemment sportive et vrombissante. Elle commence sur les chapeaux de roue dans le musée Autoworld à Bruxelles avec l'exposition Ferdinand Porsche qui nous accueille aujourd'hui. Tout au long de l'émission, eh bien, nous allons nous promener dans les allées de cette exposition absolument exceptionnelle. Vraiment, Roland Dittrain et ses équipes ont réuni une quarantaine de voitures parmi les plus marquantes de la carrière de cette famille pas comme les autres, puisque depuis le docteur Ferdinand Porsche, le patriarche, jusqu'à la 3e génération, eh bien, tous ont été des ingénieurs de renom et ont créé des voitures exceptionnelles. La thématique de cette exposition, c'est From Electric to Electric. On est donc bien dans l'ère du temps et on boucle la boucle depuis la toute première voiture créée par Ferdinand Porsche qui était déjà à propulsion électrique. Dans cette très belle exposition Ferdinand Porsche au musée Autoworld, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Debat. Sébastien, vous êtes non seulement le directeur de ce musée qui a bien changé ces dernières années, mais aussi le commissaire de l'exposition. Alors parlez-nous un peu de cette thématique Ferdinand Porsche, de l'électrique à l'électrique, puisqu'on est entouré par la Leuner Porsche, la toute première voiture du professeur Ferdinand Porsche, et puis la toute dernière, la 918 hybride. Bonjour Pierre, donc tout à fait correct. Donc le fil rouge, ça s'appelle donc From Electric to Electric. Pourquoi? Parce que peu de gens savent que Ferdinand Porsche est un électricien au début. Donc la première voiture qu'il a créée, c'est une voiture électrique, et la deuxième qu'on voit ici, c'est une hybride. Et le cercle est bouclé parce qu'en 2013, sur le salon de Francfort, on a lancé la 918. Pour nous, c'était amusant de dire, écoute, il y a plus que 100 ans que la technologie hybride existait déjà, et aujourd'hui, on cherche encore toujours une solution valable. Et donc, on commence avec une électrique, on termine avec une hybride, Et donc, on montre toutes les voitures de chaque Ferdinand. Donc, on parle des 4 Ferdinand. Parce que l'intérêt effectivement de cette épopée familiale, c'est 4 générations, enfin 3 générations plus exactement, mais 4 Ferdinand, 3 Ferdinand Porsche et Ferdinand Piëch. Et donc vous avez eu l'idée d'une scénographie tout à fait originale. Tout à fait. Donc on voulait créer quelque chose de très pur. Donc chez nous, les voitures, c'est les vedettes. Ici, l'idée c'est que vous êtes dans l'exposition et vous pouvez visiter ou vous pouvez voir l'histoire Porsche comme on dit, une tourne de tête. Oui, en tournant notre tête, on voit toutes les voitures sans obstacle, dans une scénographie très pure, très Porsche, validée par Porsche aussi. Donc il faut dire que c'est quand même notre partenaire qui nous a aidés. Et on aimerait bien raconter donc l'histoire famille via les voitures et via les personnages. Alors cette expo est ouverte jusque quand, Sébastien, et quelles sont les conditions d'accès? Donc on a commencé en décembre et on ouvre encore jusqu'au 19 janvier. 12 €, on est ouvert 7 sur 7. Il y a beaucoup d'infos à trouver sur notre site www.ferdinandporsche.be et sur notre page Facebook. Il y a un quiz, il y a beaucoup de tickets à gagner, donc n'hésitez pas à consulter notre site web. Ok, très bien, merci. Donc ferdinandporsche.be pour ceux qui veulent s'intéresser évidemment à cette formidable épopée, et surtout on ne peut que vous recommander chaudement de venir au musée Autoworld découvrir cet univers Porsche sous un angle tout à fait particulier. Parmi la quarantaine de véhicules d'exception exposés à Autoworld dans le cadre de cette rétrospective Ferdinand Porsche, eh bien, il y a cette Carrera 6, la Porsche 906, un grand classique naturellement, une des premières voitures de compétition qui a vraiment brillé sur la route notamment. Première victoire au classement général pour cette 906, c'était en 1966 à la Targa Florio en Sicile avec Willy Berès et le pilote suisse Herbert Müller. Alors en Suisse,
avec un Belge, un équipage belgo-suisse. Eh bien, on va continuer l'aventure avec Michel Orgny, qui est un copilote et un pilote de voitures historiques, qui est devenu champion de Suisse avec son pilote, son client aussi, puisqu'il est propriétaire de sa Ford Escort MK1, direction les Alpes. Une très belle épreuve et certainement une épreuve très originale. En fin de saison 2013, en octobre et en novembre, eh bien, c'était le Burma Classic Road en Birmanie, dans un pays quand même où on n'a pas l'habitude de pouvoir participer à des rallyes. Alors Bruno Lomen, parlez-nous un peu de l'origine de cette course, pourquoi l'avoir créée et comment s'est déroulée cette première édition. Oui, alors ça s'est effectivement très bien déroulé, bien sûr. Le succès y était. C'est vrai que ça a demandé pas mal de temps. L'idée à l'origine est venue d'un ami qui est un rallyman et qui est parti en Birmanie. On avait organisé son voyage, il est revenu, il a dit c'est un pays sensationnel pour réaliser un rallye parce que d'abord il n'y en a jamais eu. Et puis le pays s'ouvre, les gens seront étonnés, il n'y a pas beaucoup de vieilles voitures, donc ça risque de vraiment être un sacré événement dans le pays. Donc nous avons commencé cela il y a plus d'1 an et demi et on a mis sur pied ce rallye ensemble avec le ministère du Tourisme local parce qu'il fallait avoir les autorisations. Ça a dû être approuvé par le Premier ministre lui-même. Un casse-tête administratif peut-être dans ces pays qui sont quand même pas très préparés à des organisations extérieures. Exactement. Non, c'était un casse-tête au départ parce que, comme je dis, on a eu le support de l'ambassade du Myanmar en Belgique. On a eu le support du ministre du Tourisme, mais c'est vrai que tout a dû être mis en place et qu'on a passé des heures à discuter avec eux comment, pourquoi, est-ce qu'on a besoin de sécurité de l'État. En fait, ce qui se passe, c'est qu'eux sont friands d'avoir ce genre d'événement, mais ont très peur que les gens s'éparpillent un petit peu partout dans le pays. Donc il fallait garder cette homogénéité des gens qui voyagent séparément mais ensemble. Et on leur a prouvé par A plus B qu'avec un roadbook, c'était le cas. Parlez-nous un peu de l'épreuve proprement dite, des concurrents et puis de l'environnement, de cette nature absolument luxuriante. Oui. Alors, c'était un rallye relativement exclusif. Étant le premier, il a fallu créer tout. On avait 10 voitures au départ. Et qui sont partis, qui sont revenus, donc ça c'est déjà très bien, de toutes catégories. Donc on avait demandé en dessous de 1970 et on avait, la plus vieille était de 1927, une Bentley, c'est remonté jusqu'à 2004 pour la dernière, qui était une voiture un peu hors concurrence, mais qui a accompagné aussi. Et on avait notamment une Porsche 356 comme celle ici derrière, qui a participé. Alors comme je dis, toutes les voitures sont arrivées par des routes qui n'étaient
pas si difficile que ça. On avait l'impression, beaucoup de gens nous avaient dit vous allez voir, les routes sont mauvaises. Nous, on a fait le repérage 4 fois, donc on était sûr. Et puis pour finir, ça s'est non seulement très bien passé, mais toutes les voitures sont rentrées. On n'a pas eu d'accident, on n'a pas eu d'incident sur les voitures. Il y a eu des réparations bien sûr, mais sinon ça s'est très bien passé. Et donc là, on est très content, très fiers de cette première réalisation et de ce premier rallye en fait dans le pays. Alors l'objectif maintenant, c'est de rendre l'épreuve récurrente, voilà, avec une deuxième édition qui est prévue en 2015. C'est cela même? Voilà, c'est correct. On a dans les participants qui étaient là maintenant, on a des gens qui nous ont dit si le circuit change et en partie, ne fût-ce qu'en partie, si le circuit change, on est prêt à revenir et refaire tellement c'était beau. Et c'est vrai, il faut se rendre compte que le pays vient de s'ouvrir, beaucoup d'endroits où nous sommes passés avec le rallye sont des endroits où les touristes ne passent pas. Donc il y a cette interaction avec les locaux qui n'ont jamais vu d'étrangers, mais en plus qui n'ont jamais vu de vieilles bagnoles, qui était absolument extraordinaire. Donc on a eu des journaux locaux, on a eu des gens qui sont venus par dizaines voir ces voitures. C'était quand même assez exceptionnel. Et donc on est prêt à le refaire et les participants aussi. Retour dans l'exposition Ferdinand Porsche à Autoworld pour parler d'autres bolides allemands. Il y a pas mal de voitures de course ici, y compris les Formule 1 Porsche des débuts des années 60, la fameuse Spider, la RS, et puis la 356 dans cette version Carrera, une des premières, qui aurait tout à fait sa place sur les routes d'une épreuve qui nous tient à cœur, c'est le Tour de Belgique, dont la deuxième édition s'est déroulée en novembre dernier, le Tour de Belgique Revival en quelque sorte, mais qui est vraiment une épreuve particulièrement sportive. Les concurrents en ont eu vraiment plein les yeux malgré une météo maussade. Pour la deuxième édition de sa renaissance, sous la houlette de DG Sport et de Robert Van de Vorst, le Tour de Belgique historique a déjà confirmé son rang parmi les épreuves de référence de la catégorie rallye de régularité pour voitures anciennes. Comme l'an dernier, c'est sur le circuit de Zolder, au cœur du Limbourg, que la belle aventure a commencé. L'occasion de constater qu'avec plus de 80 voitures au départ, les raisons de se réjouir étaient nombreuses. D'autant que les meilleurs spécialistes d'une discipline où la Belgique brille de mille feux avaient répondu à l'appel des organisateurs et promoteurs. Idéalement situé à l'automne, juste avant l'intersaison, le Tour de Belgique a clairement retrouvé son lustre d'antan. Si certains considéraient cette première journée de compétition comme un gentil apéritif, ils ont plus que certainement révisé leur jugement depuis lors. C'est en effet par une nouveauté que le millésime 2013 débutait, avec un premier regularity test par secteur. En clair, les concurrents décident eux-mêmes de la moyenne qu'ils souhaitent adopter lors d'un premier secteur. Moyenne qu'ils doivent ensuite répéter sur les secteurs suivants. Pour chaque seconde de différence, en avant ou en retard, un poids de pénalité est octroyé en plus d'un quart de point par seconde de retard par rapport au plus rapide. Ultime précision, la vitesse maxi ne peut jamais dépasser les 130 km/h, donnée facile à contrôler avec le nouveau système 3G développé par Trippi. En un mot commençant, dès Zolder, le ton du Tour de Belgique historique 2013 était donné. Comme l'an dernier, une fois le RT de Zolder avalé, les concurrents prenaient la direction de Chaudfontaine pour une soirée riche de quelques-unes des plus belles côtes de la région. Richel, Forêt-Trous, Soiron, Trazenster, Barissart, Troumaret, le Tour de Belgique historique allait être fidèle à sa nouvelle tradition, en roulant sur les traces de l'histoire du sport automobile belge, pour le plus grand plaisir d'un public une fois encore nombreux dans les côtes. Au moment de reprendre son envol le samedi matin, par un épais brouillard, mais avec la promesse d'une météo ensoleillée durant une partie de la journée, les commentaires allaient déjà bon train.
D'apparence anodine, l'étape du vendredi soir avait déjà fait de gros dégâts dans le groupe, il est vrai très fourni, des favoris et des outsiders. C'est ainsi que pour Yves de Flandre et Robert Orif, la chose semblait déjà mal embarquée. Avec un envol depuis l'hôtel de la Source, la journée de samedi débutait bien sûr sur le plus beau circuit du monde, Spa-Francorchamps, avec un deuxième regularity test par secteur. On n'y voyait pas grand-chose, mais l'apéritif était néanmoins de grande qualité avant de mettre le cap sur la province de Luxembourg. Le Tour de Belgique historique, c'est bien sûr un formidable affrontement entre les meilleurs copilotes et pilotes de régularité, mais c'est aussi l'occasion d'ouvrir le grand livre d'histoire de l'automobile. Si les bolides des années 70 sont majoritaires, nombreux étaient les équipages à jouer le jeu en alignant des modèles qui n'avaient aucune chance de passer inaperçus, à commencer par cette Opel coupé Porsche de 1959, voiture belge et même liégeoise que l'on doit à l'esprit d'initiative d'Edmond Perry, qui était bien sûr gratifié du numéro 1, histoire de saluer Didier Van der Stock et Daniel Pijolet qui avaient décidé de relever le défi. Très gai, très intensif. On n'a pas beaucoup de temps pour se reposer, mais très sympa. D'une petite année, la cadette de la Pale, cette superbe MGA a été menée par Bruno Terry et Stéphanie Mourant, assurément l'une des voitures les plus esthétiques de ce Tour de Belgique 2013. Toujours au rayon des belles anglaises, Frank et Émile de Porter ont joué la carte d'Austin Hillet avec une MK2A datant de 1962, finalement la seule voiture de la marque présente au départ. Si Jean-Pierre Vieillevoix et Patrick Van Damme ont rapidement été contraints à l'abandon sur le Porsche 356C, l'honneur de ce modèle emblématique de la marque de Stuttgart était sauvé par Thierry Malfait et Olivier Louvrier, dont cette 356B était encore plus ancienne puisque construite en 1963. Au rayon esthétique, la Volvo P1800 1967 de Luc et Mark Verhulst a rallié tous les suffrages. La belle suédoise reste bien trop rare sur les épreuves de régularité. Gloire à DG Sport de nous avoir permis d'apprécier cet exemplaire. Si le Tour de Belgique historique permet aux suiveurs de se remémorer le temps d'avant, il fait aussi la part belle aux personnalités du monde de l'automobile sportive. Attendu aux commandes d'une Austin Hillet, hélas resté coincé à une douane à son retour des États-Unis, Marc Duhet était néanmoins de la partie en compagnie de Damien Chaval, et le moindre exploit n'a pas été de réussir à caser ces deux échalas dans l'habitacle étriqué de cette Mini Cooper de la belle époque, soit le cœur des années 60. Je pense qu'on respecte bien la population, les gens sont contents de nous voir, les voitures sont sympas, elles sont jolies. Il y a une bonne ambiance en plus, on s'arrête dans les salles de village et non, c'est vraiment bien, c'est le rallye à l'ancienne. On visite tous les circuits de Belgique, plus les anciens qu'on va peut-être voir demain. Donc je pense que c'est un beau mixte et ça permet de rassembler toutes sortes de pilotes. Il y a des âgés, des jeunes, des spécialistes, des non-spécialistes. C'est vraiment bien. Si Marc Duhet a longtemps été un des cadors des rallyes belges et internationaux, voire mondiaux, que dire alors du néerlandophone Peter Tjoen? Absent au dernier Condro, l'octuple champion de Belgique sur route s'est laissé tenter par la régularité conjuguée au passé, souvent décomposée sur ce genre d'épreuve. D'autant plus intéressant que l'ami Tjoen pilotait une superbe Porsche 911R vrai de vrai, datant de 1968, propriété de son copilote et tout aussi débutant Stéphane Van Voren. Les inconditionnels des compétitions de voitures anciennes sur circuit le savent, lorsque la famille Mirou débarque, c'est l'histoire souvent méconnue de Datsun qui est mise à l'honneur. Confirmation, plutôt 2 fois qu'une, sur les routes du Tour de Belgique, avec cette 240Z Fairlady, engagée par Tristan Mirou et Benjamin Demour, mais aussi, et peut-être surtout, cette 2000 Sport qui date de 1968 et qui reste une voiture extrêmement rare. Benjamin Mirou était accompagné de Philippe Trivier pour cette présentation grandeur nature. Quant à la plus belle de toutes, la plus racée sans doute, n'était-ce pas cette Lancia Stratos 1976, amenée en nos basses contrées par le français Stanislas Macoïr et son chevalier servant Jean-Yves Van Euclom. Spécialisé dans les ventes aux enchères, le propriétaire de l'auto était là pour un deal plus que sympathique, découvrir les spécificités et la beauté du parcours de notre Tour Auto, en échange de moments de plaisir intense offerts aux spectateurs, car la Stratos relève du mythe, qu'elle soit authentique ou presque.
Dans l'esprit de Robert Van der Vorst, le Tour de Belgique, ce sont de belles autos, des pilotes et copilotes parfois connus, mais aussi et surtout une ambiance au doux relent de nostalgie, celle d'une époque où les contrôles de pointage étaient parfois organisés dans quelques estaminets ou salles des fêtes, de quoi transformer le passage d'une épreuve en véritable attraction attendue avec ferveur par la population locale. Adaptation moderne le samedi à la mi-journée du côté de Martelange, où le café du Sanglier a connu une effervescence assez inhabituelle. Une bonne heure plus tard, la caravane déboulait du côté de l'église, rue des Écoliers, où le repas de midi était servi en la salle Nos Loisirs. L'occasion de constater combien le Tour de Belgique est apprécié dans la province du Luxembourg, superbe région qui reste un terrain de jeu peu utilisé par les différentes épreuves. D'un point de vue sportif, les meilleurs équipages répondaient bien sûr présents, à commencer par Éric Pirot et Catherine Monard, qui menaient clairement la danse après le 13e test de régularité à bord de leur Renault 5 Alpine. Derrière eux, on pointait la Lancia Fulvia, chef d'un Willy Lux ayant délaissé le rôle de copilote pour prendre le volant et écouter les notes d'Yves Noulanders, apparemment un bon choix. Le top 3 de la mi-journée le samedi était complété par la Toyota Celica GT de Dominique Olvoet et Björn Van Overskjeld, un équipage qui allait monter en puissance durant l'après-midi pour s'installer aux commandes de la course avant le passage sur le circuit de Mété. Les organisateurs avaient néanmoins prévenu, les leaders du samedi ne seraient pas nécessairement les lauréats du dimanche. Parmi les vainqueurs potentiels, on prenait soin de ne surtout pas oublier la superbe Ford Escort MK1 RS2000 de Johnny Delay et Eddie Gully qui se maintenaient en embuscade. À surveiller également la très belle MGB GT V8 de Dirk Van Rompuy qui s'était adjoint les services du frère de l'autre, Jens Van Overskjeld, ce qui valait à ce duo le leadership en classe 5, celle des gros cubes. Le top 10 provisoire mentionnait encore la Lancia Fulvia d'André Lamotte et Joseph Paulet, ainsi que la BMW 2 litres Touring de Pierre Le Burton et Michael de Mortier. Issu du circuit, mais pouvant compter sur les services d'un copilote plus expérimenté qui lui a permis de vaincre en Legend 50R lors de la récente Coupe des Sources, Étienne Bonnier était ravi de cette plongée dans la cour des grands, d'autant que sa MGB se comportait de la meilleure des façons, ce qui valait à l'équipage un joli top 20 provisoire. Au moment de refermer cette première journée de compétition aux allures de marathon, le Tour de Belgique historique plantait ses tréteaux sur le circuit Jules Tachine de Mété pour un regularity test qui allait se traduire par un énorme succès populaire. De mémoire d'observateurs, on n'avait d'ailleurs jamais vu autant de monde pour une épreuve auto sur le tracé de l'Entre-Sambre-et-Meuse, en dépit du froid et de l'obscurité. Il est vrai que le balai des bolides, lâché par grappe sur la piste, était magique. Une dernière occasion de gagner du temps ou limiter les pénalités pour les concurrents avant de mettre le cap sur le Brabant wallon pour une soirée très sympathique et une nuit forcément réparatrice du côté de la Hulpe. Il est 8h, le Tour de Belgique se lève, l'occasion d'apprécier à leur juste valeur les installations impressionnantes de l'hôtel Dolce qui a accueilli l'intégralité de la caravane pour quelques heures de détente et de repos accueillis avec soulagement. C'est dans l'ordre du classement général que les concurrents reprenaient le roadbook prêt pour de nouvelles aventures avec un troisième et dernier acte que Robert Van der Vorst avait promis, intense action. Il est vrai que le parcours était une fois encore à la hauteur des attentes, avec des passages dans plusieurs endroits bien connus des inconditionnels de sport automobile, à commencer par le célèbre bois de la Houssière du côté de Braine-le-Comte. Tout aussi incontournable, le petit soldat sur la place de Thirimont, un classique du genre qui a naturellement rencontré un vif succès populaire. Le dimanche midi, le rallye s'offrait ses derniers tours de circuit à Mariembourg sur la célèbre piste du karting des Fagnes, une infrastructure tout simplement parfaite pour la pratique de la régularité pour véhicules anciens. C'est également à Mariembourg que la caravane avalait le dernier lunch de cette édition, histoire de reprendre des forces avant une ultime après-midi qu'on annonçait costaude. Et c'était en effet reparti en direction du Condro, avec un passage obligé par le Gerny sur les hauteurs de Marchand-Famenne, avec un nouveau passage improbable signé Daniel Reuter et Christian Bernard. Que dire alors de l'une des ultimes cartes postales du rallye dans la région de Claviers, autour du superbe château du Hoyou. Ambiance rack rallye assurée et une fois encore très beau succès populaire. Preuve que sur un Tour de Belgique, c'est le patrimoine, qu'il soit automobile ou non, qui récolte tous les suffrages.
Avant de passer aux résultats sportifs proprement dit, attardons-nous un instant sur la très belle présence hollandaise lors de ce Tour de Belgique historique. Avec en guise de tête d'affiche une exceptionnelle BMW 3 litres CSL alignée par Alexander et Shirley van der Lof, le père et la fille, grands habitués des épreuves historiques à la néerlandaise, mais beaucoup moins à la belge. Ce qui nous amène à la lutte pour la victoire qui, contrairement aux prévisions de l'organisation, n'allait pas accoucher de profonds bouleversements durant la journée de dimanche. Repartis de la Hulpe en tête de la hiérarchie, Dominique Olvoet et Björn Van Overskelt allaient parfaitement gérer la situation pour entrer à Chaudfontaine avec un total de 152,72 points, suffisant pour remporter une éclatante victoire. Nettement plus incertaine a été la lutte pour la médaille d'argent et pour moins de 4 points au bout de ces 1100 km de course. C'est l'autre Toyota Celica GT 1972, celle de Bernard Jacquet et Yannick Albert qui décrochaient la palme. De quoi assurer un doublé franchement inattendu des coupés nippons. Point de podium final, mais la victoire en classe 3 qui plus est de manière assez confortable pour la Ford Escort RS 2000 MK1 de Johnny Delay et Eddie Gully. Le concessionnaire de Trot a clairement brillé au moment de revenir sur cette terre. Le top 5 général était complété par le lauréat de la classe 5, celle des gros cubes, où cette MGB GT V8 de Dirk Van Rompuy et Jens Van Overskelde a damé le pion à toutes les Porsche, faisant clairement fi du 50e anniversaire de la 911. Ayant constamment pointé dans le haut du classement, l'Alfa Romeo Giulia Super de Philippe Demunck et Guido Smet a quelque peu manqué de souffle en fin de parcours. En a néanmoins résulté une très belle 6e place finale. C'est une Porsche 911 qui a décroché la palme en classe 4, en l'occurrence celle de Kurt de Klerk et Philippe de Planck, 7e du général pour 5 tout petits points. Derrière la Porsche, on retrouvait une deuxième, Lancia Fulvia, celle d'André Lamotte et Joseph Paulet, dont l'omniprésence dans le top 10 a tout simplement été remarquable. Deuxième place en classe 4 et 9e rang final pour la Porsche 911 de Victor et Jérôme Guillemin, qui ont précédé les 10e d'une minuscule unité. Remontés au 10e rang au prix de passage souvent rageurs dans les campagnes, Daniel Reuter et Christian Bernard ont accroché la 2e place en classe 3 avec une Porsche 914-6 prenant un malin plaisir à en voir de toutes les couleurs. Au terme de ce marathon de la route, plus que jamais fidèle à sa réputation, Robert Van de Vorst et Christian Jubsin pouvaient se montrer satisfaits de leur bébé. Le Tour de Belgique historique 2013 a offert de beaux vainqueurs et les équipages ont apprécié l'exercice. Le Tour de Belgique était une épreuve longue, avec de l'endurance. Il fallait, à l'époque, évidemment, on partait le vendredi soir, on finissait le dimanche dans l'après-midi. Ici, bon, on ne peut plus faire ça. Mais malgré tout, c'est très, très, très long parce que les gens, enfin, les participants démarrent à 14 h. Le vendredi, ils roulent jusqu'à 23 h et puis après ça, ils repartent à 8 h pour rouler jusqu'à environ 20 h et puis ils repartent à 8 h pour arriver ici à Chaudfontaine à 17 h 30. Donc c'est vraiment soutenu et j'imprime le rythme en mettant pas mal de contrôles horaires. Pour donner un exemple, il y avait 50 contrôles horaires le samedi. Rendez-vous dans moins de 12 mois pour l'acte 3 d'une renaissance à grand succès. Forte de son expérience, l'équipe de DG Sport va maintenant donner sa touche personnelle à cette classique du calendrier historique. Il est ainsi question d'un départ du côté de Mété. Pour le plus grand plaisir de tous, le rendez-vous est déjà pris. Ainsi s'achève cette émission Voiture de légende tout à fait prestigieuse, évidemment, pour démarrer l'année du bon pied, avec cette exposition Ferdinand Porsche au musée Autoworld de Bruxelles. Je vous recommande vraiment de venir voir cette expo jusqu'au 19 janvier. C'est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, y compris le week-end donc. Voiture de légende, rendez-vous donc le 1er jeudi de février, avec la saison hivernale, évidemment, qui va battre son plein. Le rallye Monte-Carlo historique, neige et glace, et bientôt aussi les légendes, boucles de Spa, comme tous les ans. Rendez-vous sur notre site www.voituredelégende.com et auprès de nos partenaires habituels, le mensuel Rétro-Course pour tous vos rendez-vous des épreuves classiques et le magazine F1i classique évidemment, qui présente dans ce numéro de rentrée l'épopée d'Alfa Romeo en Formule 1. Tout un programme, attention, couvrez-vous bien, il fait froid dehors, mais prenez quand même vos voitures. C'est la saison de la glisse. À la prochaine.
Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique.